mai 1798. À la tête d'une armée de 40 000 hommes, Bonaparte se lance à la conquête de l'Égypte. Objectif, chasser les Mamelouks qui occupent l'Égypte, à leur possession de l'Empire ottoman, et couper la route des Indes aux Anglais afin de ruiner leur commerce. Sûr de sa victoire, Bonaparte s'est fait accompagner de 167 savants de toutes disciplines qui ont pour mission de soutenir la campagne militaire et d'étudier l'Égypte sous tous ses aspects en vue d'une installation durable. Mais si l'armée française remporte une importante victoire contre les Mamelouks lors de la bataille des Pyramides, elle voit sa flotte détruite par les Anglais. Sans possibilité de retour, Bonaparte est maintenant prisonnier de sa conquête et un autre ennemi s'avance. L'Empire ottoman qui ne veut pas voir les Français s'emparer de l'Égypte. Décidant de prendre l'initiative, Bonaparte lance une campagne militaire en direction de la Syrie où Ottomans et Mamelouks se rassemblent. Tandis que les savants Monge et Berthollet accompagnent Bonaparte, Villiers, Jollois et un petit groupe de scientifiques remontent le Nil vers ce sud dont ils rêvent depuis des mois. Hélas, après des semaines de voyage, nous arrivons à Luxor de nuit. Aussi, il va nous falloir patienter encore. Mon Dieu, que cette nuit sera longue, alors que nous brûlons de poser enfin nos règles, nos compas et fils à plomb sur des murs et colonnes qui nous attendent depuis des siècles. Même les soldats, qui jusque-là ne voyaient en nous qu'un fardeau et une source d'ennui lorsqu'il leur fallait nous accompagner, ces soldats qui ne comprenaient rien aux raisons de notre présence et à notre intérêt pour ce qu'ils appellent des vieilles pierres, ont été transportés d'admiration devant les vestiges du temple de Karnak. Ils rendirent hommage à la beauté de ces lieux avant que ces ruines ne retrouvent le silence auquel elles sont vouées depuis si longtemps. Ça dit quoi en bas? Que ce n'est pas vertical. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'en ai autant pour vous. Non, vous d'abord. Alors, je retourne au Caire avec le général de Sey, j'en peux plus. Du Caire à Assouan, à la mer Rouge, j'ai tout fait au pas de course. Nous, on vient justement d'avoir l'autorisation d'aller à Assouan. Comment était-ce? Oh, ça vaut surtout pour Philae. Du point de vue des formes et de l'harmonie des proportions, c'est une des plus belles choses que l'on puisse voir en Égypte. Oh, où peut-on s'installer? Je voudrais vous montrer une autre très belle chose. Juste là. Une fois, une seule. Le général de Sey, qui ne pensait qu'à s'emparer de Mourad Bey, a consenti à ce que nous fassions une halte. C'était à Dandera, 80 km d'ici. Il y a là un temple aux 3/4 ensablé et au fond une pièce à laquelle on n'accède qu'après avoir grimpé jusqu'au toit. Nous avons découvert ceci au plafond. Ah, je n'ai eu le temps d'en faire que ce mauvais dessin. Mais si vous y allez, et j'insiste, allez-y et faites-en de meilleur. Alors il semble, d'après ce qu'on m'a dit, que ce zodiaque soit un exceptionnel témoignage des connaissances astrologiques des anciens Égyptiens. C'est magnifique. Jusqu'à l'expédition d'Égypte, on avait des explorateurs qui allaient individuellement en Égypte et qui dessinaient plus ou moins ce qu'ils voyaient. Là, pour la première fois, on a des polytechniciens, on a des architectes, on a des gens qui ont été formés au dessin, qui sont précis. C'est notamment les élèves de Monge, donc plutôt de jeunes gens, qui ont appliqué à leur travail, à la façon de reproduire les monuments, des schémas géométriques, une méthode scientifique, à l'inverse on va dire, des plus anciens, comme Vivant de Nom, qui, à l'occasion, rajoutent toujours un petit arbre ou une petite bête sur leur dessin. Là, on reproduit ce qu'on voit, de telle sorte que, scientifiquement, ce soit ensuite incontestable. Confinés au nord depuis des mois, Villiers et Jollois sont enfin au cœur des richesses archéologiques de l'Égypte. Et Karnak n'est qu'une étape dans un voyage qui doit les conduire plus au sud, vers des lieux que leur éloignement et les difficultés d'accès ont rendus mythiques. Assez parlé de nos voyages.
Par le général de Zève, vous devez savoir ce qui se passe en Syrie. Donnez-nous des nouvelles. Ne me dites pas que vous n'en avez pas, je ne vous croirai pas. Il est arrivé quelque chose à Geoffroy? Non, non, d'après ce que je sais, il va bien. À Monge, alors? Lui aussi, il va bien. Bon, enfin, raconte-leur comme tu me l'as raconté à moi. Il était avec l'expédition. C'est lui qui est venu porter des nouvelles de la campagne de Syrie. La Syrie, nous n'y sommes pas encore. Et nous n'y serons peut-être jamais. Jusqu'à la prise de Gaza et Jaffa, tout s'est bien passé. Jaffa a été prise en un jour. 2000 combattants ottomans ont été tués et 3000 faits prisonniers. Le lendemain, Bonaparte a... Il voulait pas s'encombrer de prisonniers. Il a ordonné... Il savait pas comment les nourrir. Et il voulait pas non plus qu'on les relâche pour qu'ils aillent recommencer à se battre contre nous. Alors... Tu veux de l'eau? Non, du vin. Tiens. Continue. Alors il a ordonné de les exécuter. Ils ont été conduits sur la plage et ils ont été fusillés. Quand le nombre de cadavres est devenu trop important, les prisonniers ont été emmenés dans les dunes et le massacre s'est poursuivi. Et puis, quand les cartouches ont été épuisées, il a fallu tuer les autres à la baïonnette. Je suis un soldat. Dieu sait que j'en ai vu des morts. Mais jamais une telle montagne de cadavres à qui on avait promis la vie sauf s'ils se rendaient. Au massacre des prisonniers se sont ajoutés de graves problèmes sanitaires. Une épidémie de peste ravage les rangs de l'armée. Les soldats qui ne sont pas atteints sont terrorisés. Pour leur redonner courage, Bonaparte, qui évite soigneusement de prononcer le mot peste, veut montrer par l'exemple que la maladie n'est pas à craindre. Il rend une longue visite aux malades et aide à transporter le cadavre d'un soldat dont l'uniforme est souillé par l'ouverture des bubons pesteux. Avant que déjeunette, le médecin-chef de l'expédition le pousse vers la sortie en lui disant que la visite n'a que trop duré. Il y avait au sein des médecins deux points de vue. On a le point de vue de Desgenais qui a dit le mot peste va foudroyer le moral des soldats. Et puis il y a le point de vue d'un chirurgien qui, lui, a dit il faut dire la vérité aux soldats, comme ça ils prendront des mesures pour éviter cette propagation. Et notamment, ils comprendront pourquoi on leur demande de ne pas reprendre les vêtements des pesteux. Et il y a eu un débat. Ce débat a été tranché par Bonaparte, qui a suivi Desgenais. L'armée française a pris Gaza et Jaffa avec tant de facilité que tout le monde a cru qu'il suffirait de se présenter devant Saint-Jean d'Acre et que le pacha qui commande la place capitulerait. La réalité est toute différente. Voilà 2 mois que Bonaparte mène le siège de la ville, de jour comme de nuit. Les assauts ont succédé aux assauts, sans succès, et occasionnant de lourdes pertes parmi les troupes et les officiers français. Et le général Caffarelli a été tué. Kléber est indigné par l'ampleur des pertes françaises. Il écrit « Bonaparte n'est qu'un général à 10 000 hommes par jour ». 2 navires de guerre anglais attendaient les Français dans la rade de Haïfa, au sud de Saint-Jean d'Acre, et c'est leur commandant Sidney Smith qui a organisé et dirige la défense de la ville. Officier de la marine anglaise, Sidney Smith s'est illustré en faisant incendier la flotte française à Toulon lors de la guerre menée par l'Angleterre contre la Révolution française. Il a œuvré au rapprochement de l'Angleterre et de l'Empire ottoman et reçu la mission de contrer les ambitions orientales de Bonaparte. Pour investir une place de vie force, il faut évidemment, là quand on fait le siège, il faut une artillerie
de siège, une artillerie lourde. Or, les Français ont perdu la maîtrise de la mer. Ils ne peuvent plus acheminer par voie de mer, même quand ils ont commencé à le faire. Ils se sont heurtés aux Anglais, donc cette artillerie n'est pas arrivée jusqu'à Bonaparte. Donc, il n'a pas les moyens matériels de prendre la ville. Ce qui fait que, il est obligé de faire un blocus à l'ancienne, un siège à l'ancienne, mais un blocus qui ne peut pas fonctionner puisque les Anglais ravitaillent. Donc au lieu que ce siège ait duré, on va dire, quelques semaines, il va durer plusieurs mois. La campagne de Syrie bute sur Saint-Jean d'Acre et Bonaparte n'a pas d'autre choix qu'organiser la retraite. Ne voulant pas voir l'épidémie de peste s'étendre en ramenant des malades au Caire et ne voulant pas qu'ils tombent vivants sous le cimeterre des Turcs, Bonaparte ordonne qu'on administre une dose mortelle d'opium aux pestiférés. Desgenettes, le médecin-chef, refuse. Mais un pharmacien complaisant exécute l'ordre terrible. Une des critiques de la campagne d'Égypte, et qui perdure au-delà de la propagande britannique de l'époque, est que Bonaparte a tué des prisonniers et euthanasié ses propres soldats atteints de la peste. Or, ce sont des faits que Bonaparte n'a jamais niés. À l'heure du retour au Caire, le bilan de la campagne de Syrie est terrible. Des milliers de prisonniers exécutés, des victimes de la peste par centaines, des malades euthanasiés et les rangs de l'armée d'Égypte clairsemés par la perte de 4500 soldats, morts en vain. L'échec de la campagne de Syrie sonne le glas de ses espoirs d'empire d'Orient. C'est fini. Bonaparte se rend bien compte qu'il devra un jour en rendre compte et qu'on va lui faire des reproches. Toutes nos autres affaires peuvent attendre. Le seul point que nous avons à régler aujourd'hui est la création d'une commission d'études sur la peste. Mais qu'attendez-vous précisément de cette commission, général ? La peste qui s'est propagée dans nos troupes de Jaffa à Saint-Jean d'Acre a fait des ravages. Cette peste est seule responsable de notre retour au Caire, sans avoir pu porter nos conquêtes jusqu'à Constantinople, voire au-delà. Je veux savoir, j'exige de savoir, comment cette maladie a pu ainsi nous mettre en situation de laisser à nos ennemis les territoires à partir desquels ils pourront nous attaquer à nouveau. N'est-ce pas simplement qu'aveuglés par vos soifs de conquête, vous avez voulu cacher à vos soldats la maladie dont ils étaient victimes? Vous avez publié un texte dans lequel vous affirmiez que cette maladie n'était pas la peste. Sur votre ordre uniquement. Vous avez eu peur de l'effet que le mot peste aurait sur vos troupes. Eh bien, si vous étiez assuré de la nature de la maladie, c'était à vous de m'en convaincre. Mais peut-être que vous n'en étiez pas capable parce que vous n'êtes pas médecin. Mais n'êtes qu'une espèce de charlatan. Tout va bien, tout va bien. Veuillez sortir et refermer la porte. Des gardes en armes dans un lieu voué aux sciences et aux arts. L'ère de l'Égypte ne vous convient pas, citoyen général. Il a fait de vous rien moins qu'un despote oriental. Allons, allons. L'affaire est grave. Et si nous voulons qu'elle soit éclaircie en toute impartialité, il faut laisser de côté les passions. Je vous propose qu'une telle commission soit effectivement créée aujourd'hui même, mais qu'il soit clairement établi dans ses attributions qu'elle mènera en toute indépendance des travaux de nature exclusivement scientifique, médicale, sans que les questions militaires s'en mêlent. Ce sera sans moi. Entendu, citoyen Desgenettes. On ne nous forcera pas. Ce sera sans vous. Bonaparte est à peine rentré au Caire, venant de Syrie, qu'il apprend qu'un débarquement ottoman a eu lieu à Aboukir. La présence française en Égypte est plus que jamais menacée. Mais cette menace va être l'occasion d'une découverte qui va bouleverser la connaissance de l'Égypte antique. À l'est d'Aboukir, le fort de Rosette est en mauvais état. Il faut le réparer pour se préparer à une attaque anglo-turque. Au cours des travaux, on met au jour une lourde stèle de granit noir, gravée dans des langues mystérieuses. Par chance, l'officier qui découvre la pierre, le capitaine Bouchard, est membre de la commission des sciences et des arts et un membre de l'Institut d'Égypte se trouve sur place. Personne ne sait alors lire les hiéroglyphes, ni l'écriture qui occupe le milieu de la stèle. Mais tous deux savent lire le grec. Le texte dit que ce décret sera gravé en 3 langues, hiéroglyphique,
démotique et grec. Le texte en hiéroglyphes devrait donc être identique au texte grec. L'importance de la découverte ne leur échappe pas. En plein préparatif militaire, ils font aussitôt emballer la stèle et la transportent au Caire. Et immédiatement, on se rend compte sur cette pierre qu'il y a le nom d'un pharaon, Ptolémée, qui est écrit dans chacun des textes. Donc on se dit que ces 3 textes sont les mêmes et que, partant de là, on va pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Il faudra un peu plus de 20 ans pour parvenir à déchiffrer les hiéroglyphes. Tout le monde sait que c'est Jean-François Champollion qui y parviendra. Champollion qui avait 8 ans à l'époque de la campagne d'Égypte, donc il n'a pas pu la faire, contrairement à ce qu'on entend parfois. Ignorant tout, aussi bien des découvertes que de la débâcle de Syrie et des nouvelles batailles qui se préparent, Villiers et Jollois ont atteint Assouan, au sud de l'Égypte. Leur chef, leur ayant reproché de dessiner des hiéroglyphes au lieu de faire les relevés de systèmes d'irrigation, les 2 jeunes scientifiques s'acquittent de leur tâche aussi vite qu'ils le peuvent et continuent obstinément à visiter les temples. Tu vois, si je n'avais fait tout ce voyage depuis Paris, rien que pour voir ça, cela suffirait à ce que je m'estime heureux. C'est ce qu'il faudrait. Jeter tous les récits de voyageurs publiés jusqu'à aujourd'hui. Ils en manquaient le plus beau. Bon. C'est bon? T'as demandé quoi? Un vœu ne doit pas se dire, sinon il ne se réalise pas. Tu y crois? Je ne sais pas. Je pense que ça ne fonctionne que si on y croit. En tout cas, les anciens Égyptiens y croyaient, eux. Et notre batelier aussi avait l'air d'y croire. Foutre Dieu, le batelier. Nous ferions bien d'y aller, je crois qu'il ne va pas être content de naviguer dans la nuit. Alors que Villiers et Jollois ne trouvent pas assez de mots pour décrire l'émotion qu'ils ressentent devant la beauté de ce qu'ils découvrent, 1000 km au nord, à Aboukir, c'est le canon qui se fait entendre. Étonnamment, les forces turques n'ont pas pris l'initiative d'attaquer dès leur débarquement. Elles n'ont pas bougé de la baie d'Aboukir, laissant à Bonaparte le temps de rassembler ses troupes et de les conduire à marche forcée jusqu'à Aboukir, où les Turcs sont écrasés. Une des caractéristiques de ces armées turques est d'avoir quantité de partisans. Ils sont en très grand nombre, mais mal organisés. Bien entendu, la supériorité de l'infanterie française avec sa puissance de feu ne va pas les épargner. Il y a un certain panache chez les cavaliers turcs, mais ils manient mal les armes à feu et donc les Français gagnent à chaque fois. Aboukir 1, c'était la destruction de la flotte française. Aboukir 2, c'est le rejet des Ottomans à la mer. Aboukir 2 va effacer l'humiliation d'Aboukir 1. Le vainqueur des pyramides est désormais le vainqueur d'Aboukir. Bonaparte vient de prouver sa capacité à renouer avec le succès, et la vie reprend au Caire comme s'il ne s'était rien passé sur la route de Syrie. Non, non, détrompez-vous. Comme tous les enfants, je jouais aux soldats, mais je ne m'imaginais pas une seconde générale. Et ne croyez pas que je sois heureux de l'être aujourd'hui.
J'emporte la charge par dévouement à ma patrie, non par goût. Pourquoi croyez-vous que je me plaise tant en votre compagnie? Enfant, je me rêvais inventeur. Je m'imaginais devenir l'égal d'un Newton. Newton ayant résolu le problème de l'attraction, il n'y avait plus de place à prendre. Et que sait-on des mouvements des corps les plus petits? Que sait-on des molécules, de l'atome? Presque rien. J'aurais volontiers laissé les planètes à Newton pour me pencher sur les secrets de la vie et de l'univers. Nous aurons largement le temps de poursuivre cette discussion. Mais je dois maintenant vous laisser. Messieurs. J'ai là, général, un mémoire que j'aimerais faire parvenir à l'Institut de France. Pensez-vous avoir une occasion de le faire passer? Soyez sans crainte, Saint-Hilaire. Votre mémoire parviendra à l'Institut. Merci, général. Il part. Qui part? Le général en chef rentre en France. Quoi, il laisse là son armée? J'en mettrai ma main à couper. Dans le secret de la nuit, Monge et Berthollet, les chefs des scientifiques et l'artiste vivant de nom, ont fait discrètement transporter leurs effets personnels à Aboukir. On n'attend plus qu'un dernier passager, et non des moindres, l'organisateur de ce clandestin voyage. 1 an après son arrivée en Égypte, Bonaparte rembarque à destination de la France. Bonaparte quitte l'armée sans prévenir personne, et notamment pas son successeur, celui qu'il nomme général en chef à sa place, qui est le général Kléber. Kléber l'apprend par une simple lettre, ça va le rendre furieux, mais comme il est quand même maintenant en charge de cette armée qui est tout de même encore en difficulté, il va adresser une proclamation aux soldats dans laquelle il cache ses réels sentiments. Soldats, des motifs impérieux ont déterminé le général en chef Bonaparte à passer en France. Un puissant secours va vous arriver, ou bien une paix glorieuse va vous ramener dans votre patrie. En recevant le fardeau dont Bonaparte était chargé, j'en ai senti l'importance et tout ce qu'il avait de pénible. Mais appréciant d'un autre côté votre valeur, je n'ai plus consulté que l'honneur d'être à votre tête, que l'honneur de vous commander, et mes forces se sont accrues. La réalité est qu'après le désastre de la campagne de Syrie, Kléber hérite d'une situation catastrophique. Il écrit au directoire en soulignant le manque d'armes et de munitions et la perte d'un grand nombre d'hommes. Dans l'espoir d'obtenir de l'aide, il noircit même le tableau en décrivant des soldats qui vont nus et n'ont plus rien à manger parce que les caisses sont vides. Mais cela ne va pas tarder à se retourner contre lui. Au moment où Bonaparte touche la terre de France, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il a quitté son armée quand même, il a presque déserté, comme diront certains, Bonaparte va être triomphalement accueilli. Depuis des mois, dans la République, il y a des rumeurs de coup d'État. Il faut dire que le Directoire, qui est le régime de cette époque, en a connu plusieurs dans les années précédentes, et on imagine à ce moment-là que le directeur Emmanuel Sieyès, qui vient d'accéder au pouvoir, prépare ce qu'on appellerait un coup. Or, pour réaliser ce coup, il a besoin d'un général, il a besoin d'un sabre, comme il disait. Et après avoir hésité sur le sabre, il apprend le retour d'Égypte de Bonaparte et un général qui est présent avec lui, le général Moreau, lui dit « Voici votre homme, il fera le coup beaucoup mieux que moi ». Mettant à profit son prestige et la confusion qui règne au sommet de l'État, Bonaparte renverse le régime et s'empare du pouvoir. Il a maintenant bien d'autres préoccupations que l'Égypte. Ignorant du départ de leur chef, Villiers et Jollois ont laissé leur équipe rentrer au Caire et se sont arrêtés à Thèbes, en face de Luxor, où ils étaient restés trop peu de temps à l'aller. Cette fois, ils vont explorer la région pendant plusieurs semaines. Cela me semble pas mal. Non? Oui. En tout cas, bien mieux que celui de Denon. Oui. Il faudra en faire des copies pour les astronomes de la commission. Ils en feront un bien meilleur usage que nous. Ça, je n'en doute pas. Je ne comprends à peu près rien d'astronomie.
Il répète depuis 1 heure qu'il veut parler aux hommes qui font les dessins. J'en peux plus. J'en fais quoi? Je chasse? Tu parles arabe? J'ai appris quelques mots. Et bon, reste, tu nous aideras s'il y a des mots qu'on ne comprend pas. Oui. Étale. Je peux voir ça, prendre? Combien demande-lui combien il vend. Chalèche. 4. 4. Ça 4. Et juste sa tête. Après avoir fait nous-mêmes toutes les recherches possibles pour trouver des momies, nous nous sommes adressés à un de ces hommes qui font profession de fouiller les tombes pour y trouver des amulettes ou objets qu'ils revendent fort cher. Ça, je veux bien, ça. Chalèche. Demande-lui où il les a trouvés. Pressé par nous de questions, il nous a dit qu'on avait un jour découvert, dans la montagne avoisinante, des momies de chiens. Je lui ai promis une forte récompense s'il nous emmenait à l'emplacement de ces momies. Oui, avec toi. Alors qu'ils espèrent trouver des corps humains embaumés, Villiers et Jollois devront se contenter de momies d'animaux. Mais à force de creuser partout, ils vont faire une découverte bien plus importante. Depuis l'Antiquité romaine, on connaît 11 tombes dans la vallée des rois, à Thèbes, où ne sont enterrés que des pharaons. Les 2 jeunes savants en découvrent une 12e. Lorsque nous serons rentrés en France, il ne me manquera qu'une chose. Savoir pour quel pharaon cette tombe a été creusée. C'est sans doute écrit quelque part sur ces murs. Que nous sommes incapables de lire. Que ça ne t'empêche pas de continuer à copier. Peut-être quelqu'un y parviendra-t-il. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on trouvera nos os dans 2 à 3 000 ans et on croira que cette tombe était pour nous. Les jeunes savants ont été un vrai cadeau de la France offert à l'ancienne civilisation égyptienne. Malgré toutes les difficultés politiques et militaires rencontrées, les jeunes savants ont trouvé le temps de faire des dessins des monuments pharaoniques. Ils les ont analysés, regardés, visités, comparés et ont écrit des rapports qu'ils ont présentés ensuite à l'Institut du Caire. Nous avons, et l'ami Saint-Hilaire partage mon avis, effectué beaucoup de bon travail. Mais nous avons amassé une telle quantité de mesures et dessins que leur mise en ordre ne pourra se faire que lorsque nous serons de retour au Caire, ou mieux, en France, car je crois que pour notre mission, nous l'avons remplie et pouvons maintenant sereinement envisager notre retour. Nous étions au milieu à copier les hiéroglyphes, et là, plus de lumière. On n'avait pas fait attention à la bougie. Merci. Et nous sommes sortis à 4 pattes, en longeant le mur et en tâtant prudemment le sol de nos mains, parce qu'il y avait au milieu du couloir un puits d'une dizaine de mètres. Je crois que notre ami Villiers n'en menait pas large. Bon, vous pouvez me dire ce qu'on fait ici, maintenant? Nous devons avoir encore une bonne dizaine de milliers de hiéroglyphes à copier. Alors arrête, tu es tout sauf drôle. Monge, Denon, Berthollet sont partis. Pourquoi nous, on ne rentre pas? Les Anglais? Les Anglais n'ont rien à faire de gens comme nous. Inutile de vous battre. Si vous voulez mon avis, Bonaparte nous a emmenés ici pour que nous travaillions à sa propre gloire, en faisant connaître en France le pays qu'il allait conquérir. Libérer. Si tu veux, libérer, puis conquérir. Et maintenant qu'il est parti, Kléber nous retient ici parce que il ne veut pas prendre la responsabilité de mettre fin à la mission décidée par Bonaparte. Eh bien, si c'est ça, nous sommes encore ici pour longtemps. Oui, peut-être est-il écrit que nous laisserons tous nos os dans ce sacré pays. À la science. À la science. Et au savoir. Et au savoir. Un puissant secours ou une paix glorieuse, a promis Kléber aux soldats. N'espérant plus recevoir ces secours, Kléber a chargé le général Desaix de négocier un accord d'évacuation de l'Égypte avec le représentant anglais, Sidney Smith.
Je m'acquitte de ma tâche du mieux que je peux, mais pourquoi signer un accord aussi vite? Comme soldat, je suis convaincu qu'il est encore possible de battre l'armée ottomane, ce qui nous permettrait de négocier ensuite avec l'Angleterre, en position de force. Et pour être capable de vaincre les Ottomans, je te fais confiance, Dezé. Mais les Ottomans vaincus reviendront avec de nouvelles forces. Les Mamelouks ont été battus et pourtant ils sont toujours un danger. Et la population égyptienne qui n'est pas acquise à la présence française et ne le sera jamais, pourrait se rebeller encore une fois. Chaque bataille gagnée nous voit plus affaiblis. Et si nous devons continuer à nous battre sans cesse, il suffira à l'Angleterre d'attendre que nous n'existions plus. Au moins faisons durer la négociation, dans l'attente de secours. Toujours cette idée d'être à nouveau en position de force. Toujours cette idée que toutes ces batailles n'aient pas été en vain. N'espère pas, Dezé, sois réaliste. Nous n'avons plus de flotte et n'obtiendrons jamais de renfort. Comment la France enverrait-elle des secours en Égypte alors qu'elle a besoin de toutes ses forces pour se battre contre la coalition anti-républicaine? Tout contraire à l'armée d'Égypte, de trouver le moyen de regagner la France au plus vite pour aller se battre pour la République. L'accord d'évacuation de l'Égypte négocié avec Sidney Smith est ce que nous pouvons espérer de mieux. Le général Menouille est farouchement opposé, si ce n'est pas dans le cadre d'un accord de paix pour toute la Méditerranée. Mais ni Sidney Smith ni moi-même n'avons de mandat pour négocier une paix globale en Méditerranée. Estimons-nous heureux que les Ottomans aient signé le traité et que les Anglais ne nous retiennent pas prisonniers. Bon, à plus tard, Dezé. Dezé et Kléber cherchent tous deux un moyen honorable de mettre fin à la présence française en Égypte. Dezé par la poursuite de la guerre, Kléber par la fin immédiate des combats. Ce sont les Anglais qui vont mettre à nouveau d'accord les deux hommes. Général. Non, merci. Mon gouvernement a décidé de ne pas ratifier votre accord avec Sidney Smith. Il n'avait pas à être ratifié. Mon gouvernement en a décidé autrement. Nelson. Le point de vue de l'amiral Nelson l'a emporté, oui. Alors que nos deux pays sont en guerre en Europe, mon gouvernement ne veut pas voir vos soldats rentrer d'Égypte pour grossir les rangs de l'armée française. C'est indigne d'une parole de soldat. Sir Sidney Smith a été limogé pour avoir conclu cet accord avec vous. Votre lettre à votre gouvernement, faisant état de la déplorable situation de vos armées, a été interceptée. Elle a été d'un grand poids dans la décision de mon gouvernement. Ne sera plus acceptée qu'une capitulation, au terme de laquelle les Français rendront leurs armes et se constitueront prisonniers. Jamais. Vous croyez notre armée défaite? Eh bien, vous allez voir qu'elle ne l'est pas. Et puisqu'il le faut, nous nous battrons. Nous saurons répondre à cette insulte par des victoires. Kléber fait face à une situation très difficile, car les Égyptiens aussi réalisent l'état de faiblesse des Français, et les Anglais et les Ottomans sont à ses portes. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'armée n'est pas aussi désespérée par le départ de Bonaparte qu'on a voulu le dire. C'est-à-dire, quelque part, Kléber, leur paraît l'homme de la situation. C'est un grand général, et puis qui a fait campagne très glorieuse en Allemagne. Là-dedans, vous avez là dans les troupes, des troupes qui le suivent depuis longtemps. Donc il y a une vraie symbiose entre l'armée et Kléber. Kléber se retrouve maintenant avec trois ennemis, les Mamelouks, l'Empire ottoman et l'Angleterre. Il doit à tout prix éviter que les Ottomans arrivent au Caire et s'allient aux habitants pour chasser les Français, que les Anglais n'auraient plus qu'accueillir. Les soldats n'attendent que leur retour en France, au lieu de quoi Kléber leur demande de combattre à nouveau. 40 000 Ottomans, auxquels se sont joints 20 000 Mamelouks d'Ibrahim Bey, sont à quelques kilomètres du Caire.
Kléber n'a pu rassembler que 11 000 hommes, dont 1500 cavaliers. Ottomans et Mamelouks sont 5 à 6 fois plus nombreux que les Français. Après plusieurs heures de marche et un premier affrontement victorieux avec une avant-garde de 6 000 Ottomans, l'armée française se retrouve face au gros des forces ottomanes et mamelouks. Plus de 50 000 hommes. À midi, des milliers de cavaliers se ruent sur les forces de Kléber. L'ingénieur Malus raconte « La cavalerie accourt en peloton nombreux. Les Ottomans poussent des cris de guerre, voltigent avec rapidité autour de nous. Ils nous entourent et couvrent tout notre horizon. » Et cela dure pendant des heures. Pendant toute la journée, les vagues déferlent et assaillent les carrés de Kléber, encore et encore. En début de soirée, les armées de Kléber continuent de subir les charges des cavaliers ottomans et mamelouks. Mais la stratégie des carrés d'infanterie s'avère efficace. L'ennemi décimé et épuisé abandonne le terrain à minuit. Les Français ont perdu 600 soldats. L'ennemi, lui, a perdu plus de 8000 hommes. Kléber signe l'une de ses plus grandes victoires. Dans ses mémoires, Bonaparte notera le réveil du lion Kléber, prêt à s'accrocher à la terre égyptienne, jusqu'à ce que la paix générale décide du sort de l'armée expéditionnaire. Pendant que Kléber combat les Turcs et les Anglais, les Égyptiens profitent de la situation et se révoltent contre les Français au Caire. Alors Kléber doit revenir d'Héliopolis et se ruer au Caire pour réprimer cette deuxième révolte. Il lui faudra 30 jours pour reprendre le contrôle de la situation, maison par maison. Il perd 500 hommes. Il est comme un chirurgien qui coupe le cancer, partie par partie, afin de préserver les réserves de l'armée, la nourriture, les munitions, les bateaux gardés au port de Boulak. La deuxième révolte du Caire est plus violente et sanglante que la première, même si les victimes sont moins nombreuses. Kléber a voulu donner une leçon aux Égyptiens, leur montrer la puissance de l'armée française et qu'il est toujours l'homme fort de la situation en Égypte. Il faudra à Kléber 35 jours et la perte de 500 hommes pour reprendre le contrôle du Caire. Dans la foulée, il va remettre en ordre l'administration, renflouer les caisses en faisant rentrer les impôts et reprendre complètement en main un pays qui lui échappait un mois plus tôt. Le sachant impossible, Kléber ne parle plus de retour en France. Cela fait l'affaire des Anglais, mais pas celle du grand vizir, chef des armées ottomanes, qui le fait assassiner par un jeune étudiant fanatique, qui finira empalé selon la coutume locale. Après la mort de Kléber, qui par définition n'a pas pu désigner son successeur, on va appliquer la règle et c'est le plus ancien des généraux de division qui va prendre le commandement de l'armée. Ce général est le général Menou. C'est un personnage peu aimé, je pense, et certainement pas apprécié pour ses compétences. Il fait de son mieux. Il s'est converti à l'islam dans l'espoir que cela pourrait faire une différence, mais pas vraiment. Il est aussi critiqué pour avoir appelé son fils du nom de l'assassin de Kléber. Et il va mener une politique totalement différente de ses prédécesseurs. Vous avez soif ? Vous savez, au début, je ne vous aimais pas. J'étais comme mes camarades. Vous n'étiez rien d'autre que des bouches inutiles à notre mission. Et puis, d'avoir passé des semaines dans le désert avec vous,
J'ai compris. Messieurs, j'ai un message à vous délivrer. Tous les soldats en mission avec des artistes ou scientifiques ont ordre de regagner immédiatement leur unité. Messieurs. Ne restez pas ici. N'allez pas vous faire tuer bêtement. Pour l'ensemble, rassemblement. En avant, marche. C'est fini. Menou ne s'est pas opposé à nous tant que Bonaparte et Kléber voulaient voir nos travaux avancer. Et maintenant, ils nous abandonnent. Tout cela ne sera bientôt plus bon qu'allumer des feux. Et si nous ne pouvons pas achever ce que nous avons commencé, tout ça n'aura servi à rien. Les ânes. Les ânes. Les ânes, et oui, Général Menou, Monsieur Abdallah Menou. Peut-être sommes-nous des ânes comme vous le prétendez. Mais s'il reste quelque chose de ce voyage, ce sera ce que nous en aurons rapporté. Et certainement pas votre commandement. Comment ce général tout juste bon à diriger les cuisines se retrouve-t-il à la tête de l'armée? Tu aurais mis qui, toi? Kléber assassiné, Deuxay est parti. Il n'y a plus personne. Que fait-on maintenant? Si tu as envie d'aller te faire tuer alors que tout est fini, nous continuons seuls, sans escorte. Sinon, nous rentrons au Caire. Il y a 6 mois, je rêvais de retrouver ma famille. Puis le goût du travail m'est revenu. Mais maintenant, à nouveau, je n'ai envie que d'une seule chose. Rentrer en France. L'Égypte sera bientôt la proie des Anglais et des Ottomans. Nous n'avons plus rien à y faire. Il leur faudra pourtant patienter encore plus d'1 an avant de pouvoir rentrer. Et pour cela, il faudra que Menou, qui rêve de faire de l'Égypte une colonie française, connaisse le plus cuisant des échecs. Quand les Anglais débarquent à Aboukir, soutenus par l'arrivée d'une armée ottomane, le général Menou met 13 jours avant de se décider à attaquer Canop, où les Anglais ont établi leur campement, leur laissant le temps d'organiser leur défense. Menou lance l'assaut au petit jour. À la mi-journée, l'armée française est battue. Menou, après la bataille de Canop, il va d'abord diviser ses forces, Béliard au Caire, lui-même va s'installer à Alexandrie, et on peut dire que cette division, cet éclatement de l'armée d'Égypte, c'est le commencement de la fin. Quant à Béliard, il n'a aucune information sur ce qui se passe à Alexandrie. Il n'existe plus aucune communication entre Alexandrie et le Caire. Béliard se trouve donc avec son armée, isolé au Caire et menacé de mort. Sous la contrainte, il accepte de signer une capitulation avec les Anglais et les Ottomans. Et dès ce moment-là, ce sont 14 000 Français qui vont être évacués et qui, plus est, vont être évacués sur des vaisseaux anglais. Menou, lui, s'est barricadé à Alexandrie. Il a installé des points de défense pour empêcher les Anglais d'occuper la ville et espère de Bonaparte des renforts de France. Il faut toujours se méfier des chefs qui disent qu'ils résisteront jusqu'à mourir avec leurs hommes. C'est ce que Menou avait promis à Alexandrie, mais finalement, après une frêle résistance, il va lui aussi capituler. Et c'est ainsi que 3 ans après l'arrivée de cette armée d'Orient, devenue l'armée d'Égypte, les Français vont tous rentrer chez eux. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Les membres de la commission des sciences et des arts sont autorisés à embarquer à destination de la France. Il y a toutefois à cela une condition sur laquelle les Anglais se sont montrés intraitables. Vous devez tous laisser ici l'ensemble des collections que vous avez réunies et l'ensemble de tous vos travaux, dessins, croquis et copies d'hiéroglyphes. On n'a pas travaillé pour rien. Ces travaux sont considérés comme appartenant à la France, mais constitués prise de guerre par les Anglais. 3 ans de travaux réduits à néant. Vous me voyez aussi navré que vous, mais je n'ai rien pu obtenir de plus. Voilà, il faudra vous satisfaire de rentrer chez vous, sain et sauf. Déjà pas mal. Merci, messieurs. Merci, général. Non, mais on peut pas laisser nos planches de hiéroglyphes. On a passé des heures dans les planches. Évidemment. Messieurs, s'il vous plaît. comme vous tous, j'ai envie de rentrer et de revoir ma famille. Mais j'ai collecté ici des centaines d'animaux, de toutes sortes, inconnus en Europe.
Et je devrais maintenant les abandonner? Plutôt mourir! Bien sûr. Abdallah Menou est un piètre tacticien et un médiocre négociateur. Même s'il tente de sauver quelque chose, je ne crois pas qu'il trouve les mots qui feront plier les Anglais. C'est à nous de leur écrire. Oui. Saint-Hilaire, ta plume. Le général Menou a bien essayé de faire passer les travaux et collections pour des biens personnels, n'appartenant en rien à la République. Mais le général anglais qui contrôle le port d'Alexandrie n'a rien voulu entendre. Les savants menacent. Plutôt que de laisser accomplir ce vol, nous détruirons notre travail. Nous le disperserons au milieu des sables, ou nous le jetterons dans la mer. Très bien. La commission des sciences et des arts de la République française au commandant général d'Alexandrie. Non, nous ne céderons pas. Non, il ne sera pas dit qu'un pareil sacrifice ait pu s'accomplir. Nous brûlerons nous-mêmes nos richesses. Comptez sur le souvenir de l'histoire. Vous aussi aurez brûlé une bibliothèque d'Alexandrie. Très bien. Geoffroy Saint-Hilaire a su trouver les mots. La disparition de la bibliothèque d'Alexandrie, qui abritait des dizaines de milliers de rouleaux de papyrus, a été une perte considérable. Le général anglais qui commande à Alexandrie ne veut pas être tenu pour responsable de la disparition des travaux menés par les scientifiques français. Il cède. Les savants pourront emporter leurs collections, leurs papiers et certaines des antiquités qu'ils ont récoltées. Tous ces objets seront considérés comme des biens personnels ne pouvant être saisis à condition qu'ils puissent être portés par les savants eux-mêmes. Hélas, la pierre découverte à Rosette est trop lourde pour être portée par un seul homme. Elle devra être abandonnée aux Anglais. Nos savants n'en conserveront que des copies. Même les éléments s'en mêlent et font du voyage de retour une épreuve supplémentaire soulignant le fiasco de cette fin de campagne d'Égypte. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tu trouves ça drôle? Il ne manquerait plus que nous coulions et le tableau serait complet. Sur les 167 qu'ils étaient au départ, 25 scientifiques sont morts en Égypte, de maladie ou assassinés. Les autres rentrent en France avec les soldats en ordre dispersé sur des navires qui, par ironie du sort, arborent le pavillon anglais. Quand, après 6 semaines d'un difficile voyage, les membres de la Commission des sciences et des arts arrivent à Toulon le 6 novembre 1801, les services de santé les refoulent vers Marseille. Les hôpitaux étant emplis de soldats malades ou blessés revenant d'Égypte, les scientifiques sont mis en quarantaine dans un entrepôt glacial, où ils resteront encore 1 mois de plus à ronger leurs freins. Ah d'accord. Foutre Dieu! Ils nous ont pris pour des animaux? On reste pas 40 jours ici. On est du bétail. Sors ton écritoire et ta plume, on va leur écrire une lettre. Kléber avait souhaité que tous les savants de l'expédition réunissent leurs travaux en vue d'une publication unique. 10 ans plus tard, la description de l'Égypte, somme de tous les travaux de la Commission des sciences et des arts, marque la naissance d'une nouvelle science, l'égyptologie. À la demande de Napoléon, la description de l'Égypte est publiée dans une édition somptueuse, illustrée de centaines de dessins qui vont faire connaître en France l'Égypte moderne et ancienne. Mais ce sont surtout les reproductions des temples, pyramides, palais et autres merveilles antiques qui vont frapper les esprits. Napoléon va ainsi faire oublier la désastreuse campagne militaire d'Égypte. Ne restera le souvenir que de la campagne scientifique et de toutes les beautés qu'elle va faire découvrir au monde.